Et nous avons la chance de vous proposer cette fois les interviews de deux invités exceptionnels qui évoquent avec Vianney Huguenot un grand personnage dont on parle beaucoup en ce moment. Il s'agit de François Mitterrand. Claude Estier, député, sénateur et président du groupe socialiste au Sénat, a accompagné longtemps l'ancien président de la République qui était aussi son ami. Et Pierre Tournier a été son garde du corps et son chauffeur. Tous deux nous racontent l'homme politique, l'ami, l'écrivain, l'humain qu'était François Mitterrand. Alors bonjour Claude Estier, vous avez été député, sénateur, président du groupe socialiste au Sénat et on vous présente souvent comme un ami très proche de François Mitterrand. Est-ce que je peux dire que vous êtes un homme du premier cercle de François Mitterrand? Parce que les cercles dans l'organisation de l'entourage de François Mitterrand étaient importants. Sur le plan de la chronologie, certainement, j'étais dans le premier cercle puisque j'ai travaillé avec François Mitterrand depuis la première campagne présidentielle de 1965. À ce moment-là, nous n'étions pas très nombreux, donc le cercle était plutôt restreint. Et ensuite, j'ai continué dans les différentes campagnes et je suis resté proche de François Mitterrand jusqu'à la fin de sa vie. Alors, premier cercle, encore une fois, chronologiquement, certainement. L'idée des cercles autour de François Mitterrand, ça c'est une légende ou une réalité? François Mitterrand qui organisait des cercles qui ne se croisaient peu finalement, qui avaient une importance plus ou moins... Oui, il avait plusieurs catégories d'amis. Il avait d'abord un premier cercle qui était presque historique, qui était ses camarades anciens prisonniers de guerre, avec lesquels il avait constitué un réseau politique qui l'a beaucoup aidé dans son ascension politique. Ensuite, il avait un certain nombre d'amis qui étaient par exemple Georges Dayan ou Georges Beauchamp, qui étaient des amis très lointains, qui étaient venus. Puis il avait le petit groupe de l'UDSR, qui était un petit parti sous la 4e République, dont il avait managé en quelque sorte la présence dans les différents gouvernements de l'époque. Alors c'était par exemple des hommes comme Louis Mermaz par exemple. Oui. Voilà. Donc au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'avancement de sa propre carrière, il constituait un certain nombre de groupes. Donc certains se mélangeaient ensuite et puis d'autres restaient plutôt indépendants. Alors, vous parliez des amis, vous qui êtes un ami de François Mitterrand, un des proches. L'homme privé, c'était quel ami François Mitterrand? Oh, c'était un ami très, très chaleureux. Il était tout à fait chaleureux. Et je pense qu'il avait une qualité extraordinaire, c'était sa fidélité à ses amis. Quand il avait donné son amitié ou quand il avait reçu l'amitié de quelqu'un, c'était en quelque sorte indestructible. Et je pense qu'à travers les épreuves, à travers les épreuves qu'il a subies lui-même, les hauts et les bas, il n'a pas toujours été au sommet. Hein. Il y a eu, à partir du moment où il s'est engagé en politique, il a connu aussi des moments très difficiles. On peut se rappeler l'affaire de l'Observatoire, on peut se rappeler après mai 68, la chute à nouveau, et puis et il avait toujours gardé les mêmes types de relations avec les amis qu'il avait choisis ou qu'il avait adoubés. Et j'ai à la fois l'honneur et la grande joie de faire partie de ces hommes qui l'ont suivi dans les bons et dans les mauvais moments. Alors, troisième François Mitterrand, l'écrivain. Vous qui avez été journaliste, oui. Et qui appréciez donc les styles, les écritures, comment vous regardez le style François Mitterrand? Mais François Mitterrand était d'abord un homme d'extraordinaire culture. Il avait une culture littéraire et une culture historique. Il connaissait tout de l'histoire, non seulement de l'histoire de France, qu'il connaissait sur le bout des doigts, mais sur l'histoire du monde depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et donc, sa culture transparaissait en quelque sorte dans son écriture. Il avait un grand goût pour l'écriture et il m'avait dit plusieurs fois d'ailleurs que, au fond, s'il n'avait pas été véritablement un homme politique, il aurait été un écrivain. Et il a écrit d'ailleurs plusieurs livres. Et plusieurs sortes de livres, c'est-à-dire qu'il a écrit des livres, par exemple, un de ses tout premiers livres, il avait été faire un grand voyage en Chine, et il a écrit un livre sur la Chine au défi,
qui est intéressant à relire aujourd'hui, parce qu'il avait découvert, il avait, comment dirais-je, soupçonné un certain nombre de choses dont on ne parlait pas du tout à l'époque. C'était dans les années 60. Personne n'imaginait ce que la Chine allait devenir aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il l'avait imaginé complètement, mais il avait trouvé... donc il avait à la fois, si vous voulez, non seulement le style de l'écriture, mais la curiosité aussi qui font les grands écrivains. Alors vous avez connu aussi le général de Gaulle. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu... Alors il y a eu un combat très singulier politique entre le général de Gaulle et François Mitterrand. Est-ce qu'il y a eu aussi un combat, enfin une opposition littéraire? Parce que de Gaulle était aussi un grand écrivain. Oui, je pense que De Gaulle était incontestablement un grand écrivain, mais pas du tout du même style que... De Gaulle était d'abord un militaire. Et son style écrit était le reflet en fait de sa formation militaire et de son carrière militaire, avec aussi des phrases souvent très sèches, très dures, très critiques à l'égard de tel ou tel personnage, et en même temps une capacité de raconter l'histoire. Le style de Mitterrand était beaucoup plus littéraire, si j'ose dire, et beaucoup plus imprégné de sa culture, qui encore une fois était tout à fait exceptionnelle. Je crois qu'on n'a pas eu en France un président de la République qui a eu peut-être un peu Pompidou, mais qui n'a pas eu la même influence, si vous voulez, sur la vie politique française. Mais on a rarement connu un homme politique ayant une telle culture, à la fois littéraire et historique. Alors venons-en à l'actualité. Est-ce que ça vous surprend, cette envie, 30 ans après l'accession au pouvoir de François Mitterrand, cette envie d'en parler, cette envie pour certains de fêter cet événement ? Non, ça ne me surprend pas parce que je pense que, encore une fois, malgré qu'il ait été souvent très décrié, François Mitterrand a laissé une trace indélébile dans l'histoire de notre pays. Et je pense que pour tous ce qu'on appelait ou qu'on appelle encore le peuple de gauche, le 10 mai 1981 a été un tel moment, un tel bouleversement et aujourd'hui un tel souvenir que tous ces hommes et ces femmes, y compris des jeunes qui n'ont pas connu cette époque, ont envie, si vous voulez, de s'y référer parce que dans l'hypothèse même ou dans la perspective des prochaines élections présidentielles, il y a quelque part le désir caché, caché ou pas caché d'ailleurs, de retrouver cette atmosphère qui a permis et conduit à la victoire de mai 1981. Qu'est-ce qui reste selon vous de plus fort dans ce que nous a laissé François Mitterrand ? Il reste d'abord un grand nombre de réformes qui, malgré la présence longtemps de la droite au pouvoir, sont toujours présentes. C'est quand même à François Mitterrand qu'on doit l'abolition de la peine de mort, qu'on doit la réduction de la durée du travail, qu'on doit l'augmentation des congés payés, qu'on doit toute une série de mesures sociales, la transformation de la société qui s'est faite petit à petit aussi avec les lois sur les mœurs, sur l'accession des femmes, sur la parité. Tout ça, ce sont des héritages de l'époque de François Mitterrand. Et malgré que la droite ait essayé aujourd'hui d'effacer une partie de tout ça, ça reste ancré d'abord dans le souhait des Français et dans la réalité de la société française. Alors justement sur le bilan, j'aimerais avoir votre avis, Claude Estier, sur l'action du temps, parce que François Mitterrand y était très sensible. Le bilan de François Mitterrand, au sortir de son second mandat, a été fait sous forme d'une analyse, d'un inventaire. On est dans une autre forme de bilan aujourd'hui, 30 ans après. On est presque, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, dans la création d'un mythe. Vous en pensez quoi ? Mais ça, je pense que c'est tout à fait normal, si vous voulez. Avec le temps, les aspérités s'effacent et on retient ce qui a marqué le plus. Et ce qui a marqué le plus, c'était la capacité d'un homme politique comme François Mitterrand de rassembler la gauche et de la conduire au pouvoir alors que ce n'était pas évident au départ. Moi, je me souviens de la campagne de 65. Personne n'imaginait que François Mitterrand serait un jour président de la République. Or, il avait commencé par mettre De Gaulle en ballottage et petit à petit, comment dirais-je, un rassemblement s'est fait autour de lui. Et donc, il y a eu, dans ces 14 ans de pouvoir à la présidence de la République, il y a eu, encore une fois, les grandes réformes que j'évoquais. Il y a eu des moments un peu plus difficiles et un peu plus contestables. Il y a eu surtout, je crois, mais ça c'est lié
notamment à sa maladie. Il y a eu, moi je fais une différence entre le premier septennat qui a été très offensif, très créatif, et le deuxième qui a été, disons, un peu plus touché par des difficultés. Je pense qu'une partie de ces difficultés tenait à ce que Mitterrand n'avait plus exactement la même force qu'il avait eue pendant les 7 premières années. Et notamment tout à fait à la fin du deuxième septennat, on le sentait malade. Rappelez-vous le débat qu'il avait fait, par exemple, au moment de l'affaire de Maastricht avec Philippe Séguin, un débat où il avait surmonté une souffrance extraordinaire. Donc tout ça avait marqué, a fait que le deuxième septennat était peut-être certainement même plus difficile que le premier. Mais encore une fois, avec le temps, tout s'égalise et les aspérités, comme je dis, s'effacent. Et donc peut-être effectivement, 30 ans après, il y a une espèce de mythe qui s'est créé. Mais ce mythe repose quand même sur une réalité. Et la réalité, c'est que c'est le seul homme qui a réussi à conduire la gauche au pouvoir pendant si longtemps. Alors, lui qui aimait tant laisser le temps au temps, il n'aurait pas aimé cette époque de la super immédiateté? Certainement pas. Certainement pas. Et vous savez, moi j'ai beaucoup de souvenirs de quand j'étais porte-parole du parti. J'allais souvent, quand il y avait un événement, lui demander son avis en lui disant que les médias avaient besoin d'une réaction. Et le journal télévisé de 20 heures. Il me disait, mais si je ne le dis pas aujourd'hui, je le dirai demain, ça aura la même portée. Alors ne me pressez pas avec ça. Bon. Il avait à la fois la notion du temps et je pense, au-delà de ça même, une grande vision du temps à long terme. Je raconte souvent une anecdote. Le soir du congrès d'Épinay, en juin 71, quand nous avions avec lui gagné la majorité pour le Parti socialiste, il allait devenir le premier secrétaire. Nous étions quelques-uns de ses amis autour de lui à fêter l'événement. Et il nous dit, mais calmez-vous, il y en a maintenant pour 10 ans. C'était en juin 71, il est devenu président de la République en mai 81. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, des hauts et des bas, mais il avait cette vision lointaine que peu d'hommes politiques ont aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, comme vous dites, l'immédiateté entretenue par les médias qui veulent toujours plus vite avoir une réaction, ça l'agaçait profondément. Mais alors, justement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un homme, une femme, à gauche ou à droite, qui vous fait penser à François Mitterrand? C'est-à-dire, il y a parmi les dirigeants du Parti socialiste, il y en a beaucoup qui se réfèrent à François Mitterrand, plus ou moins, mais aucun n'a, si vous voulez, cette dimension qu'avait François Mitterrand. Et je pense qu'en plus, cette dimension lui venait de sa culture dont je parlais tout à l'heure, mais venait aussi d'un long chemin, d'un long parcours qui n'avait pas débouché tout de suite. Hein. Il a passé plusieurs années à combattre avant d'apparaître comme le rassembleur de la gauche. Aujourd'hui, bon, il y a des hommes et des femmes de grande capacité, de grandes compétences au Parti socialiste, et pour lesquels j'ai beaucoup d'amitié, que je soutiens aussi, mais je pense qu'aucun, honnêtement, n'a la dimension. En tout cas aujourd'hui, peut-être pourront-ils l'acquérir, mais aucun n'a aujourd'hui la dimension qu'avait François Mitterrand. Alors, avec François Mitterrand, il y a eu, et vous-même, il y a eu une grande complicité. Donc, évidemment, j'imagine beaucoup d'accords, mais j'imagine aussi des désaccords. Comment François Mitterrand percevait l'opposition de ses amis, hein? Il l'acceptait, je ne dirais pas que ça lui faisait toujours très plaisir. Moi, j'ai eu quelques cas d'opposition. Je me souviens par exemple quand il avait voulu l'amnistie des généraux factieux d'Algérie. Nous étions quelques-uns avec Pierre Jox, avec Lionel Jospin à nous opposer à ça. Et il avait été agacé par notre opposition. Mais en même temps, il l'avait compris parce que nous avions, les trois que je viens de citer, nous avions un passé aussi par rapport à la guerre d'Algérie. Et donc, nous ne pouvions pas accepter comme ça que ces généraux factieux soient purement et simplement amnistiés. Donc, il l'avait compris. Mais honnêtement, je crois que d'ailleurs, il n'est pas le seul homme politique dans ce cas, mais il n'aimait pas beaucoup être contredit, si vous voulez. Ça, c'est clair.
Alors, Claude Estier, vous qui avez traversé différentes époques politiques de la libération aujourd'hui, hein, je peux dire, comment vous regardez l'évolution de la société? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou désappointé? Ouais, je veux te dire, on ne peut pas être ni optimiste ni désappointé, c'est-à-dire que l'évolution est une chose normale. Et c'est vrai que la société française d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la société d'après la libération. Il y a des choses qui ont fait qui ont permis des progrès considérables. Je pense notamment à toutes les nouvelles technologies qui ont changé complètement la vie des gens. Et ça, ce sont des progrès incontestables. Et en même temps, je pense que sur le plan peut-être de la moralité ou justement de la réflexion avant l'action, les choses sont plutôt moins appréciées aujourd'hui. En tout cas, moi, je les apprécie moins qu'à cette époque. Et la vie politique s'en trouve, je crois, affectée. Je pense que la quatrième République, c'était pas l'idéal, loin de là. Mais il y avait des vrais débats politiques, il y avait des hommes qui s'engageaient pour longtemps, pour des causes qui en valaient la peine. Dans le dernier livre que je viens de publier, je parle des journalistes qui s'engageaient à l'époque pour des causes, qui s'engageaient dans la résistance, qui s'engageaient contre les guerres coloniales, etc. De ce point de vue-là, aujourd'hui, pour s'en tenir par exemple au monde du journalisme, vous ne retrouvez pas l'équivalent de ça aujourd'hui. Parce que ce qui compte, c'est la rapidité, le scoop, l'immédiat, on ne vérifie pas forcément l'information. Donc tout ça a créé un ensemble de désordres dans la société française d'aujourd'hui, pas seulement la société française d'ailleurs, c'est je crois un phénomène assez mondial et en tout cas assez européen. Alors justement, vous parliez des journalistes et de l'évolution de leur méthode. Quelle relation avait François Mitterrand avec les journalistes? Elles étaient tantôt bonnes, tantôt mauvaises. C'est-à-dire qu'il avait des journalistes qu'il aimait bien, qu'il voyait souvent. Et puis, il était souvent impatienté ou agacé par les gens qui voulaient absolument le faire parler alors qu'il n'avait pas envie de parler. Et donc, comme il était parfaitement capable de maîtriser son langage et de maîtriser ce qu'il avait à dire, souvent les journalistes le prenaient mal et donc les relations devenaient un peu difficiles. Et moi, j'ai été pendant 8 ans secrétaire, porte-parole et secrétaire du national du parti à la presse, et je devais souvent colmater auprès des journalistes que je connaissais pour la plupart les moments un peu de tension avec François Mitterrand. Le cercle des amis de François Mitterrand, vous retrouvez encore de temps en temps? D'abord, beaucoup ont disparu. Beaucoup Ont disparu, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que je retrouve assez fréquemment des hommes comme Pierre Jox, comme Louis Mermaz, et quelques autres. Mais beaucoup ont disparu parce que le temps passe. Donc voilà, moi j'ai le privilège de l'âge, d'avoir, grâce à une bonne santé, avoir survécu, et donc je rencontre encore un certain nombre de gens. Bon, eh ben, en tout cas, on va vous remercier très chaleureusement, Claude Estier. Et puis je vais faire 2 minutes mon Bernard Pivot pour Oui. présenter les 2 livres de Claude Estier, J'en ai tant vu. Les 2 sont au Cherche-Midi. Et puis, journaliste engagé, on a aussi beaucoup parlé des journalistes, aussi au Cherche-Midi. Alors merci beaucoup, Claude Estier.